Oui, une mission de 48 heures pour visiter la communauté française, à la fois à Casablanca et à Rabat, et me rendre compte un petit peu de la situation, faire une permanence demain à Casablanca, visiter le lycée Descartes à Rabat, et rencontrer les services français, faire, voilà. Et puis, écoutez, moi je ne suis pas député européen. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les questions internationales, le Parlement européen est souvent très audacieux. Vous avez pu voir dans le passé que sur un certain nombre de sujets, il s'est exprimé d'une manière voilà, sans filtre, un peu de manière audacieuse, un peu au-delà finalement. Enfin, donc oui, je pense que, enfin, ça se fait aussi dans le contexte où le Parlement européen est profondément attaqué pour la manière avec laquelle on constate le fonctionnement des lobbies au Parlement européen, le fonctionnement des partis européens, des financements des partis européens et la corruption. Par conséquent, bon, je crois que je n'ai pas envie de rentrer dans le détail de la résolution que je n'ai pas, que je n'ai pas suivie. Mais c'est-à-dire qu'il y a au Parlement européen, on le sait, sur tous les sujets, parce que d'abord sur le Parlement européen, sa première vocation n'est pas de faire de la politique internationale. C'est sur les sujets qui sont de la compétence de l'Union européenne, de participer à l'élaboration des règlements et des directives européennes, en particulier dans le cadre de l'étude des propositions de la Commission et des trilogues qui mettent en œuvre, qui participent à la définition de l'élaboration des directives et des règlements. Donc c'est pas directement de la politique internationale. Et sur ces sujets-là, il est bien évident que quand vous avez une directive qui touche des choses qui sont importante pour l'économie. Vous voyez qu'actuellement au niveau européen, on parle beaucoup du Green Deal, de l'objectif de diminution de 55% des émissions carbone par rapport à 1990 en 2030 dans l'Union européenne, et que pour ça il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place, et elles impactent l'industrie automobile par les normes, elles impactent le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et la mise en place du marché carbone, en particulier dans le domaine du bâtiment et du transport, impacte énormément d'activités économiques, et ces activités économiques, bien naturellement, elles vont voir les députés européens et ils leur expliquent pourquoi il faut aller dans ce sens ou pourquoi c'est dangereux d'aller dans ce sens-là. Et c'est normal. Et c'est normal, ce sont des intérêts économiques qui vont voir les députés qui sont capables qui prennent des décisions sur ce sujet pour leur expliquer. Le lobby est logique, mais il faut aussi être capable d'y faire face. Voilà. Or, le Parlement européen, à l'évidence, a quelques petites défaillances de ce point de vue-là. Écoutez, moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas rentré dans le détail de cette résolution, et c'est plutôt une résolution de principe qui n'est pas normative au sens du rôle du Parlement européen. Bon. Pour autant, d'une manière générale, le Parlement européen, si vous regardez la liste des prises de position qu'il peut prendre, il a pris des positions très très dures sur des pays membres. Hein. Vous pouvez voir les décisions, les résolutions qu'il a pu prendre sur l'état de droit en Hongrie. Voilà, donc c'est pas parce que c'est pas une question d'être ami, pas être ami, c'est pas une question de respecter, pas respecter. Le Parlement européen s'exprime de manière parfois très sévère. Vraiment, je suis un peu mal à l'aise pour vous répondre sur ce point, dans la mesure où je n'ai pas suivi ce débat. Je ne peux le faire que d'un observateur un peu loin. Ce que j'ai pu voir, c'est que le Parlement européen, au cours des dernières semaines, était particulièrement secoué par les affaires de corruption liées au Qatar. Voilà, et que ceci explique peut-être cela.
Très honnêtement, je ne peux pas, je ne peux pas, je pense que c'est pas la première fois d'ailleurs que le Parlement européen s'exprime sur des sujets de manière pas nécessairement très confortable pour le Maroc, et c'est pas pour autant qu'on reste amis de la même manière. Voilà. Moi, ce que je veux vous dire, j'ai pas envie de commenter plus que ça la résolution du Parlement européen. Ce que je disais à votre collègue tout à l'heure, c'est que le Maroc est un pays dont on doit louer, on peut toujours tout critiquer, mais on doit louer plusieurs choses. On est capable de se comprendre. C'est un pays stable. C'est un pays où il y a un État qui fonctionne, c'est-à-dire un État où on peut effectivement développer des services publics et des politiques publiques. Et déjà, quand on dit ça, et quand on regarde vos voisins, c'est déjà vraiment des acquis sur lesquels, si on veut effectivement correctement travailler avec l'ensemble des pays africains, on doit effectivement d'abord savoir la chance qu'on a d'avoir un partenaire africain avec lequel, qui a ces caractéristiques-là. Bon, je pense qu'on a besoin de s'améliorer. Je pense qu'on a besoin d'amélioration. On a énorme, mais c'est vrai que du côté français, là moi je le dis de manière libre parce que comme je suis dans l'opposition, je ne suis pas obligé de dire du bien de toute la politique du gouvernement. Je considère que les déclarations du ministre de l'Intérieur et les décisions du ministre de l'Intérieur du gouvernement français sur les visas sont très problématiques parce qu'elles révèlent un état d'esprit et une manière d'aborder la relation avec l'Afrique qui est profondément dommageable sur le moyen et sur le long terme. Si on vous dit demain c'est fini, on n'en parle plus, désolé, c'est pas fini, on n'en parle pas plus, parce qu'il y a quand même des vrais sujets derrière. La question, c'est est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre sur l'ensemble du continent africain des mobilités qui sont des mobilités contrôlées, des mobilités suffisantes, qu'on est capable de répondre à la nécessité des échanges dans les deux sens, et pas des politiques comme celle qui a été annoncée par Gérald Darmanin il y a 6 mois ou 9 mois quand il a annoncé qu'on délivrerait la moitié de visas, qui sont contraires au droit européen. Ce que le gouvernement français a fait est contraire au droit européen. Le code visa ne prévoit pas qu'on puisse décider comme ça du jour au lendemain de diviser par 2 le nombre de visas. Non. Les demandes de visa, elles doivent s'étudier, d'ailleurs elles doivent s'étudier dans des délais qui sont dans le code précisé, hein, et qui ne sont pas nécessairement respectés compte tenu des délais qu'on donne pour les rendez-vous. Et il y a un processus, et il y a des processus d'appel, et tout cela aujourd'hui, désolé, je dois constater, ça dysfonctionne. On est plusieurs à être mobilisés, à avoir tiré la sonnette d'alarme, et c'est vrai que c'est un sujet qui pose une difficulté, alors peut-être pas au niveau de la relation d'État à État, mais plus grave que la relation d'État à État, la relation de peuple à peuple. Parce que ça ne va plus, quand on ne peut plus se déplacer librement. Il y a une part, là encore, je ne veux pas revenir sur le détail parce que je ne l'ai pas suivi, donc je serai assez mal à l'aise et je risque de dire des bêtises assez rapidement. Je pense, je ne vois pas, mais pour le coup, je ne vois pas, quand vous dites une relation avancée entre le Maroc et l'Union européenne, quand on a une relation avancée, même si on respecte chacun la souveraineté de l'autre, justement dans la relation avancée, on peut se poser des questions. On doit se poser des questions. D'une certaine manière, ça relève de l'intérêt. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de se dire « Ah oui, tiens, j'ai une bonne relation avec lui, je ne sais pas comment ça fonctionne en interne, mais il m'apporte ce que je veux, et puis évidemment la réciproque aussi, et puis voilà, tout va bien. » Parce que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Si on pense par exemple que la relation, regardez, ce type de réaction, on se dit bon, on respecte la souveraineté de l'autre, il y a de temps en temps, il y a des choses voilà, qui se passent bien entre nous. La relation entre la Russie et l'Union européenne, c'est exactement ça, jusqu'en février, c'est-à-dire chacun respecte la souveraineté de l'autre. On sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire, parce que si on les dit, ça fâche de l'autre côté, et puis on dit pourvu que ça dure. Et bien ça ne marche pas. Parce que justement, quand on a une relation avancée, oui,
Une relation avancée, c'est une relation où on va au-delà de simplement des intérêts de court terme et où on est capable de se comprendre, de se dire les choses même quand elles ne sont pas toujours agréables, justement pour mieux se comprendre. Parce qu'une relation qui est juste basée sur les intérêts réciproques, elle est peut-être rationnelle, mais elle ne dure pas toujours. Si je change encore de lieu, regardez ce qui s'est passé entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. La Grande-Bretagne n'avait aucun intérêt à vouloir le Brexit. Mais le jour où elle a commencé à se dire que sa souveraineté était plus importante que ses intérêts économiques, ben elle a eu du mal. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans une difficulté. Et la Grande-Bretagne plus que l'Europe. Et on a tous perdu. Il y a des moments où il y a besoin de compréhension, où il y a besoin d'un petit peu d'amour, il y a besoin de se dire, il y a besoin aussi de se dire quand il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et ça ne veut pas dire qu'on veut rompre, ça veut simplement dire qu'on veut mieux comprendre. Et c'est comme ça qu'on peut construire mieux les choses. L'important, c'est de se respecter. Oui, non, mais c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans le détail. D'une manière générale, je trouve qu'on doit dire les choses. Si on a des doutes sur quelque chose, on doit les dire. Et les parlements, d'une manière générale, peuvent se les dire de manière plus libre. Je vais vous dire, la pire période, je pense, entre la France et le Maroc, c'est pas aujourd'hui. C'était sous François Hollande, il y a eu un certain nombre d'incidents les uns derrière les autres qui ont produit une crise qui était vraiment grave entre les deux pays et qui bloquait un certain nombre de choses. Eh bien, même s'il y a eu une volonté des deux côtés de vouloir résoudre parce que c'était vraiment dommageable pour les deux côtés, pendant cette période, les parlements continuaient à échanger. Parce que la diplomatie parlementaire, elle permet justement de dire des choses de manière plus libre. Mais elle peut permettre de dire des choses plus libres dans les deux sens. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas surdimensionner cette expression du Parlement européen. Voilà. Et je crois que ça ne doit pas cacher ce qui représente les atouts et ce qui doit être respecté, qui vient du Maroc, pays stable, qui a un État qui fonctionne, et on en a vraiment besoin à partir du moment où, si l'Europe veut construire des partenariats avec l'Afrique, elle a besoin de travailler avec le Maroc. Vous avez un fonctionnement rationnel, un fonctionnement qu'on peut comprendre, un fonctionnement qui sans vouloir regarder les autres pays d'Afrique du Nord, voilà, on peut vraiment faire des choses de manière rationnelle avec le Maroc. Et je crois que on a tout intérêt à célébrer ça. Il y a des erreurs qui ont été faites, des erreurs majeures en Afrique du Nord. Je pense à ce qui a pu être fait en Libye en 2011. On voit que ça a déstabilisé l'ensemble de l'Afrique. Donc voilà, c'est important de soigner les points de stabilité. Écoutez, je pense que de toute façon, vous l'avez dit vous-même, c'est d'abord au niveau des Nations Unies que les choses se passent. Je ne suis pas un spécialiste du sujet. Voilà, il y a. Est-ce que ça porterait, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée aujourd'hui à introduire d'autres acteurs que les Nations Unies, la volonté d'aboutir et la volonté de... Je ne suis pas certain. Hein. Je pense qu'il est important, si on veut arriver à faire évoluer les choses, que pour le coup, il y ait le maximum de pays qui soient capables de parler à l'ensemble des parties. Je ne peux pas vous dire. Voilà, sur ce sujet, je suis très... Je pense que si on devait aujourd'hui travailler sur une résolution
la résolution qui est importante dans les relations avec l'ensemble de l'Afrique du Nord et l'ensemble de l'Afrique, c'est la question de la bonne compréhension entre nos opinions publiques, de bien comprendre, de bien être capable de travailler à des meilleurs échanges économiques, à des meilleures mobilités, à arrêter de faire en sorte que le sujet des migrations devienne totalement irrationnel dans nos relations, dans nos relations et soit exploité de manière populiste, en particulier en Europe, et que c'est ça l'essentiel. Et que c'est ça l'essentiel. Et que, une fois qu'on a dit ça, bien entendu, on peut dire plein d'autres choses, mais que l'essentiel, c'est déjà ça. C'est d'être capable de pouvoir aborder la relation entre le nord et le sud de la Méditerranée de manière rationnelle et avec la volonté, non pas de dénoncer tel ou tel, mais de pouvoir mieux travailler ensemble et de reconstruire la confiance.